Hors série, toujours consacrée à la cryptographie. C'est la troisième partie de cette introduction à la cryptographie que nous vous proposons sur notre chaîne Les Technos, avec toujours évidemment Sébastien. Salut Sébastien. Qui dit partie 3 dit partie 1, partie 2. Rapidement, remets-nous un petit peu au parfum. Ceux qui n'ont pas vu ces parties, on les invite évidemment à aller les regarder pour bien comprendre ce qui va suivre. Partie 1, une petite histoire de la cryptographie, et puis les algorithmes de chiffrement symétriques, c'est-à-dire c'est la même clé qui est utilisée pour chiffrer et pour déchiffrer. Partie 2, les algorithmes de chiffrement asymétriques. Ce sont des clés différentes qui sont utilisées pour chiffrer la clé publique et pour déchiffrer la clé privée. Partie 3, on va appliquer ce qu'on a appris dans la partie 2 pour un cas d'utilisation qu'on utilise quasiment dans tous les jours, c'est la signature numérique. Puisque non, je vais pas l'expliquer comme ça, je vais l'expliquer différemment. Jusqu'à présent, ce qu'on essayait de protéger, c'était la communication entre toi et moi, Marc. Je chiffrais mon message de manière à pouvoir te l'envoyer et que toi seul, et que toi tu puisses le déchiffrer. Donc l'idée, c'était d'éviter que quelqu'un intercepte le message et le comprenne. Avec la signature numérique, le problème est différent. Ici, je m'en fous de savoir si le message va être intercepté ou pas. Ce que je veux, c'est t'envoyer le message et que toi tu puisses vérifier cryptographiquement après que le message que tu as reçu, c'est bien celui que moi j'ai envoyé, qui n'a pas été modifié entre temps. On s'en fout qu'il soit chiffré ou pas. Là, le but, c'est de s'assurer qu'il n'a pas été modifié. Par exemple, récemment, j'ai passé des actes devant un notaire et j'ai, mon temps de pandémie, j'ai signé numériquement le document. Et donc, le but, c'était pas de chiffrer le document. Le document, il est public, n'importe qui va dans les registres notariaux en Belgique peut le retrouver. Oui. Mais de s'assurer que la version que j'ai signée, eh bien, celle-là et qu'on puisse recalculer cette signature plus tard pour, si jamais on reçoit une copie, vérifier que la signature est bonne, c'est-à-dire que le document corresponde au document. Correspondent au document. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va de nouveau faire ça avec du RSA et des clés publiques et des clés privées, exactement comme avant. Donc moi j'ai mon message et je vais calculer un résumé du message. Donc j'ai un message que je veux signer, j'ai une facture que je veux signer, que je veux te l'envoyer, Marc. Je vais calculer un résumé du document, et je vais parler des résumés après, c'est ce qu'on appelle les fonctions de hachage. Ensuite, comme je vais l'envoyer à toi, Marc, je vais aller chercher ta clé publique. Donc je vais aller sur ton site web, je vais te demander par téléphone, donne-moi ta clé publique, et tu vas me dire c'est 2Z423, machin, je prends ta clé publique. Et je vais appliquer l'algorithme RSA, qu'on a expliqué dans l'épisode numéro 2, à l'envers, je vais encoder mon résumé avec ta clé publique. D'accord ? Je vais le chiffrer, mon résumé, avec la clé publique. Et puis, je t'envoie le document et je t'envoie la signature que j'ai calculée. Donc, la signature, c'est le résumé encodé avec ta clé publique. Ça va ? Ok. Ouais. Comme ta clé publique, elle correspond à ta clé privée et que ta clé privée, il n'y a que toi qui l'as. Ouais. Toi, ce que tu vas faire, tu vas déchiffrer le résumé que tu as reçu, la signature, avec ta clé privée. Et donc, tu vas retrouver mon résumé initial du document. Le résumé 1. Ouais. Et de l'autre côté, tu as reçu le document. Tu vas calculer un résumé avec le même algorithme, et si le résumé 1, celui que moi je t'ai envoyé, que tu as déchiffré avec ta clé privée, et celui que tu as calculé tout seul comme un grand de ton côté, ce sont les mêmes, forcément ça veut dire que le document n'a pas été modifié entre-temps. Ok. Vous m'avez là? Vous me suivez toujours? Ouais. Presque. Donc c'est une question d'avoir un résumé qui est chiffré et qui est calculé 2 fois. Une fois par l'émetteur et une fois par le récipient. C'est ça, voilà. Et comme si les deux résumés sont les mêmes, a priori, c'est que le document n'a pas été modifié. Ok. Bon, il faut avoir confiance dans le résumé, quelque part. Alors, très bon enchaînement, merci. Comment est-ce qu'on calcule le résumé? Avec des fonctions de hachage. Donc, l'idée d'un résumé, c'est de faire d'un gros document un petit document. Typiquement, les fonctions de hachage, aujourd'hui, elles génèrent des documents de 256, 512 ou 1024 bits. Et donc, elles ont une longueur fixe, quelle que soit la longueur du document. Tu peux mettre une vidéo de 5 terabytes, tu la passes dans ces moulinettes de fonctions de hachage, il t'en sort 512 bits ou 1024 bits. Donc, mais ces fonctions doivent avoir une caractéristique mathématique très forte, c'est de minimiser le nombre de collisions. C'est-à-dire pour 2 messages différents, il ne faut pas générer le même hash. Donc il faut des qualités mathématiques à ces fonctions pour que dès qu'il y ait le plus petit changement, un bit qui change quelque part dans le document, ça donne un résumé complètement différent.
Ok. D'accord. Et donc, il y a toute une série de fonctions de hachage. Avant, il y avait MD5 qui était très connu. L'utilisez plus celui-là parce qu'on a réussi à prouver qu'on peut fabriquer des documents de telle façon à influencer le résumé qui va être généré. Et souvent donc, utilisé pour faire des mots pour des mots de passe sur un site web ou sur un espace partagé, des choses comme ça. Ouais. Essayez d'éviter en tout cas. Puis il y a eu SHA, Secure Hashing, version 1. Puis la version 2 maintenant on utilise plutôt du SHA2 qui fait des résumés de 256, 512 ou 1024 bits. Donc la première qualité de ces fonctions, c'est dès qu'il y a le petit bit qui change dans le document, ça fait un hash complètement différent. Il n'y a pas moyen de prédire le hash. On ne peut pas forger un document d'une certaine façon. Tiens, si je rajoute un peu ça là ou quoi, ça va générer un hash, parce que sinon on pourrait modifier des documents de manière à savoir quel résumé ça va faire. Et évidemment, enfin ça c'est assez intuitif, c'est du one way, c'est du sens unique. Si je reçois le hash, tu sais pas sortir le document. Je peux pas refaire le document original, mais bon, on se doute bien que si c'est un document de 3 terabytes, je peux pas le régénérer à partir. Ce serait bien. Oui, ça serait de la compression. Super. C'est une compression un peu particulière, mais ce serait intéressant. Quoi. Ça nous ramènerait à la série Silicon Valley, tu vois, la compression par le milieu. Donc effectivement, un des deux challenges des chiffrements, des signatures numériques, c'est de s'assurer que la fonction de hachage soit anti-collision, qu'on ne puisse pas générer un hash spécifique pour un document, faire un document en telle sorte que le hash ressemble à ça ou à ça, et qu'il soit one-way. Ça, ce sont les caractéristiques de la fonction de hachage. Il y a un autre challenge, Marc. Si je signe un document pour toi et que je dois aller chercher ta clé publique, comment est-ce que je m'assure que c'est bien ta clé publique et pas un méchant qui m'envoie sa clé publique en se faisant passer pour toi, en me disant voici la clé publique, c'est de Marc. Et en fait, c'est sa clé publique. Ça serait un peu plus ennuyant. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, en garantissant les clés publiques. C'est-à-dire, je vais aller voir un tiers de confiance. Pourquoi un tiers ? Parce que nous sommes deux là, donc il faut un troisième larron. Donc, je vais aller voir quelqu'un à qui toi et moi nous faisons confiance. Et toi, quand tu vas générer ta paire clé privée, clé publique, eh ben, tu vas demander au tiers de confiance de vérifier que ta clé publique, c'est vraiment ta clé publique à toi. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle une autorité de certification. Et le document émis par ce tiers de confiance, ça s'appelle un certificat. Les fameux certificats dont vous entendez, qui servent à sécuriser des sites web, etc. Un certificat, c'est quoi ? C'est une clé publique. Une clé publique dont l'identité du propriétaire de la clé publique a été vérifiée par un tiers de confiance. Alors il y a moyen d'avoir des certificats pas chers, voire même gratuits, où la vérification qu'ils vont faire, c'est juste vérifier que tu as une adresse email et que tu es capable de répondre à cette adresse mail. Ce sont des certificats qui sont reconnus par la plupart des browsers web, qui vont être acceptés, mais quelle est la valeur de ces certificats ? Très 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 faible. Au plus tu payes cher pour avoir ton certificat, au plus la certification va être sérieuse. Il y a un endroit en Belgique où nous avons tous un certificat. Tu as un certificat dans ta poche, là, tu le sais pas. C'est ta carte d'identité électronique. Il y a ta clé privée, ta clé publique, et ta clé publique a été signée par une autorité de certification forte, qui est l'État belge, qui a vérifié ton identité avec ton acte de naissance. C'est quand même relativement costaud comme vérification. Et donc, en fonction de la qualité du certificat, il y a différentes sociétés. VeriSign, c'en est une. Je devrais en dire 2-3 pour ne pas favoriser une autre, mais j'avoue que c'est le seul nom qui me vient à la tête là maintenant. Ils vont mettre plus ou moins de moyens pour vérifier ton identité. Un vrai certificat de bonne qualité, souvent on va te demander d'envoyer une copie de ton passeport. Si c'est au nom d'une société, on va te demander d'envoyer les actes de constitution de la société pour montrer que c'est bien la société. Petite anecdote d'ailleurs, j'avais pas prévu de la dire, mais je m'en souviens là maintenant. Il y a une vingtaine d'années, je travaillais en consultant pour la DG3, qui est donc une division de la Commission européenne, et on devait faire un site web, et donc on avait besoin d'un certificat, et donc je vais à la porte de VeriSign sur internet, dire voilà ma clé publique pour ce site web là de la Commission européenne, et il me demande prouver que c'est bien vous, c'est-à-dire que c'est bien la communauté, la Commission européenne. Donc moi, jeune consultant à l'époque, je vais voir mon chef qui était un fonctionnaire européen et qui me dit mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Je leur donne une copie du traité de Rome, voilà, c'est la preuve que la communauté européenne existe. Et donc finalement on s'en s'est sorti juste avec une lettre à
ça en tête avec un beau cachet, etc. pour prouver que... Mais ça veut dire que ces gens-là font leur job plus ou moins sérieusement. Ils vont vérifier les identités des gens qui leur proposent des clés publiques. Si vous vous arrêtez à l'image, juste un truc, le certificateur ne se promène pas nécessairement au Segway. Je le dis au passage, puisque vous avez l'image, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Mais voilà, c'est juste pour la petite blague. Donc juste pour vous dire qu'il y a des coûts différents et pour des qualités différentes de certificats aussi qui prouvent plus ou moins votre identité. Il y a quand même encore 2-3 petits problèmes avec les certificats. Ils sont publics, puisque c'est une clé... c'est une clé publique qui est signée par quelqu'un d'autre, à qui on fait confiance. Oui, mais comment est-ce que vous allez vérifier la signature de ce quelqu'un d'autre, monsieur ? Vous avez besoin de sa clé publique, qui doit être dans un certificat lui-même. C'est le problème de la poule et de l'œuf. Oui, c'est ça. Ce problème est résolu parce que dans les systèmes d'exploitation qu'on utilise, dans votre téléphone, dans votre machine Windows, dans votre Mac, dans votre browser, il y a ce qu'on appelle une chaîne des certificats racines. Donc il y a les 20, 30, 40 certificats maîtres des grandes autorités de certification sur cette planète. Et donc, si moi j'ai un certificat émis par XYZ, quand je vais le donner à mon browser ou à mon système d'exploitation, ils vont regarder, tiens, cette signature c'est de qui? Ils vont aller regarder dans leur chaîne de certificats root s'ils ont le certificat de XYZ qui va pouvoir vérifier la signature qui est dans mon certificat. Et donc c'est comme ça qu'on établit le chaînon 0, le chaînon manquant, le chaînon au-dessus de cette chaîne de confiance, c'est hard-codé dans vos versions de Windows, de macOS, etc. Ce qui fait que quand il y a une nouvelle autorité de certification, l'État belge par exemple, quand ils ont lancé les cartes d'identité, il faut un peu de temps pour que ce certificat soit reconnu par Windows, par Mac, etc. Et donc souvent au début, sur le site du gouvernement belge, en tout cas c'est comme ça qu'ils avaient fait, on pouvait télécharger leur certificat root. Il y avait plein de précautions, évidemment, pour s'assurer que ça soit le bon. Et puis, ils donnaient des instructions, comment le rajouter dans Windows, comment le rajouter dans Firefox, comment le rajouter dans Mac, etc. C'est pour ça qu'on doit faire cette opération-là. Je crois que maintenant, tout ça, c'est standard, ça a été inclus, en tout cas pour ceux en tout cas, j'ai plus de problème, parce qu'on on se connectait encore avec la carte d'identité pour remplir ses déclarations fiscales, par exemple. Et c'est vrai que chaque année, il fallait réinstaller le petit plugin Firefox pour récupérer la certification. C'était un peu laborieux et c'était pas donné à tout le monde non plus. Faut le reconnaître. Non, c'est ça, ça élimine certaines personnes. D'autres problèmes avec les certificats, si jamais ma clé privée est compromise, ça veut dire que ma clé publique, du coup, elle ne sert plus à rien puisque je vais changer de clé privée. Du coup, mon certificat, il est plus bon non plus. Et donc, il faut un mécanisme pour gérer des listes de révocation de certificats. Il faut qu'une autorité de certification puisse dire publiquement, annoncer, crier sur tous les toits. En général, c'est une adresse web où on a tous les numéros de série, parce qu'un certificat, un numéro de série, tous les numéros de série des certificats qui ont été expirés parce que la personne a perdu sa clé privée, elle a été compromise, parce que la personne est décédée. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour expirer. Et donc, normalement, les browsers ou les OS qui utilisent des certificats, non seulement ils doivent vérifier l'origine du certificat, mais aussi vérifier si le certificat est toujours valable, non pas en termes d'expiration, mais s'il n'a pas été révoqué par la source. Donc, il faut une connexion Internet à ce moment-là pour pouvoir aller télécharger la liste des certificats expirés. Et puis le dernier point, c'est l'expiration. Je l'ai dit, un certificat, typiquement, il est valable pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, il faut le penser à le renouveler après, ce qui parfois ne se fait pas. Et parfois, même des grandes sociétés, il y a eu des histoires comme ça. Microsoft récemment, quelques mois, quelques années peut-être, avait oublié de renouveler un certificat d'un de leurs sites web. Et donc, on recevait un message d'erreur quand on essayait de se connecter sur ce site web-là. Donc voilà, quand même, les certificats, c'est pas la panacée. C'est beaucoup de process manuels, c'est beaucoup de contrôle, c'est beaucoup de choses qui peuvent foirer, mais c'est la base de la chaîne de confiance qui permet d'établir les signatures électroniques. Fin de 3e partie de cette introduction à la cryptographie avec Sébastien. On va bien sûr avoir une 4e partie. Là, on peut faire un peu de teasing sur la 4e partie si vous voulez bien. On va vous donner des exemples. Parce que c'est bien beau tout ça, la théorie. Il y a eu déjà des exemples. Sébastien, tu nous as déjà donné quelques petits aperçus, mais on va en reparler dans la 4e partie qui est peut-être déjà disponible. Je ne sais pas, qu'il le sera prochainement, en tout cas, ça c'est sûr, de cette série de hors-série. Merci de nous avoir écoutés. Je vous renvoie aux épisodes 1, 2 et à celui-ci également. N'oubliez pas, si c'est un petit peu lourd à digérer, vous pouvez revenir en arrière et poser des questions aussi. N'hésitez pas en commentaire de ces vidéos. Vous pouvez poser des questions. Sébastien sera fort de répondre et d'autres peut-être qui s'y connaissent aussi peuvent également participer et ainsi partager
partager leur savoir avec la communauté. Merci à vous, à très bientôt, salut. Thank you.